Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Il n'y a pas que le sport. Aujourd'hui, en ce mois d'octobre, Octobre Rose, consacré au cancer du sein, aujourd'hui nous allons en parler avec un pro, avec quelqu'un qui s'y connaît. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Alain Toledano, cancérologue et fondateur de l'association franco-africaine de cancérologie, l'AFAC. Je ne me suis pas trompée. Bonjour Magali, non, vous ne vous êtes pas trompée. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'inviter et de donner l'occasion de parler du cancer et du cancer en Afrique. Merci beaucoup, merci. Le cancer du sein est à la fois le plus fréquent mais aussi le plus mortel chez la femme. C'est une maladie qui touche des millions de femmes en Afrique subsaharienne. C'est le deuxième cancer le plus répandu après celui du col de l'utérus. Aujourd'hui, dans ce numéro spécial Octobre Rose, nous avons décidé de faire de la prévention car la lutte contre le cancer du sein se mène sur tous les fronts et il n'y a pas que le sport, comme vous le savez, il n'y a pas de tabou, on parle de tout. Alors docteur, ma première question, alors peut-être que pour certaines personnes ça paraît logique, ils savent déjà un petit peu, mais moi ma première question, car il y a certaines personnes en Afrique qui ne savent pas du tout, qu'est-ce que le cancer du sein? C'est quoi le cancer du sein? Alors d'abord on va parler du cancer, parce que beaucoup en Afrique ont cru pendant longtemps que le cancer c'était une maladie de blanc. Exactement. Que c'était une maladie de riches, et donc que c'était pas la leur. Et c'est vrai qu'on a beaucoup médiatisé les maladies infectieuses, le VIH par exemple. Beaucoup. La tuberculose, le Aussi. paludisme. Alors vous savez aujourd'hui que le cancer tue plus que la tuberculose, le sida et le paludisme réunis. C'est énorme. Ça ne veut pas dire que le cancer tue forcément, on peut guérir des cancers. Donc il y a une véritable utilité à aller informer chacun que le cancer, il y en a aussi en Afrique, qu'on peut en guérir à condition de le diagnostiquer précocement. Il faut enlever la peur. Il faut enlever la peur, il faut expliquer que ça existe. Quand vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, le paludisme tue plus d'1 million de personnes chaque année. C'est vrai. Mais le cancer, en 2025, ça sera plus de 19 millions de morts par an dans le monde. Et chacun a dans sa famille quelqu'un qui a ou qui aura un cancer. Alors c'est vrai que le cancer du sein, c'est un petit peu symbolique, c'est le cancer visible, c'est le cancer de la femme le plus fréquent. Oui. Et c'est un cancer qu'on voit bien en Occident, en Afrique. En France, par exemple, vous avez 50 000 nouveaux cas par an de cancer du sein. Et dans le monde, vous avez 1 million de cancers du sein chaque année. Alors c'est vrai qu'on le diagnostique de plus en plus tôt lorsque dans les pays sont organisés des programmes de dépistage. Donc les pays assez développés. Les pays assez développés. Oui. Il est vrai que le cancer du sein, lorsqu'il est diagnostiqué à un stade précoce aujourd'hui, on a 95% de guérison dans les 10 ans. D'accord. Tout l'enjeu, c'est de diagnostiquer le cancer du sein à un stade précoce. D'accord. D'accord. Et est-ce qu'il y a différents types de cancer du sein ou il n'y en a qu'un? Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un peu didactique. Le sein des femmes, d'ailleurs des hommes aussi, est fait de graisse et de glandes, et en fonction des âges de la vie, on a une répartition différente de la graisse et de la glande. Les femmes jeunes ont un peu plus de glandes, et le sein, on dit que le sein tient. Et les femmes qui prennent de l'âge ont un peu plus de graisse, et le sein tombe. Oui. Et c'est vrai qu'à différents âges de la vie, quand on palpe ces seins, on ne va pas avoir les mêmes sensations. On peut avoir des boules, des nodules qui sont bénignes. Des fibromes, ce qu'on appelle des kystes. Donc toute boule dans le sein n'est pas forcément un cancer du sein. D'accord. Mais on conseille aux femmes, d'ailleurs comme aux médecins, quels qu'ils soient, de palper les seins. S'il y a une boule qui vient d'apparaître, alors à ce moment-là, on se pose la question. Donc, première chose, autopalpation, apprendre à palper. D'accord. C'était ma prochaine question, vous y avez répondu justement. Quand on se palpe, la première des choses, si on sent qu'il y a justement une masse un petit peu, il y a une nouvelle. La meilleure des choses, c'est de consulter quand même assez rapidement. Une nouvelle masse, une nouvelle boule, une boule qu'on connaît, qui a grossi, une modification de la peau, des écoulements au niveau du mamelon, un mamelon qui se rétracte. Donc il faut écouter ses seins, il faut regarder ses seins. Souvent c'est monsieur qui aussi peut détecter, et c'est important d'appeler chacun à la vigilance parce qu'on peut sauver des vies lorsqu'on remarque des signes qui nous orientent vers un cancer du sein. Alors pas de psychose, toute modification du sein n'est pas un cancer, mais c'est important d'être alerté, encore faut-il le savoir. D'accord. Et c'est là la difficulté en Afrique. Alors, c'est l'une des grandes difficultés en tout cas. L'éducation, voilà, l'éducation sanitaire. Si vous ne savez pas que ça existe,
ça ne vous viendra pas à l'esprit. Et donc, la plupart du temps, on a des cancers à un stade un peu plus tardif. Et malheureusement, souvent, ces cancers-là ont été se loger ailleurs, dans d'autres endroits du corps, ce qu'on appelle des métastases. Et là, le traitement n'est pas le même. Parce que ça développe un autre cancer, une autre maladie? Parce que le cancer, vous savez que chaque cellule a cette capacité à se réparer, à se reproduire. Quand vous coupez les cellules, elles se réparent, elles savent le faire. Mais elles savent s'arrêter. Mais parfois, il y a une dysfonction, un bug. Et les cellules, elles se renouvellent de façon anarchique, ce qu'on appelle des cellules cancéreuses. D'accord. Alors à l'intérieur du sein, lorsqu'on a des cellules qui se cancérisent, d'abord elles se développent dans le sein. C'est pour ça qu'on a un intérêt à aller le diagnostiquer tôt. Mais si on le laisse trop longtemps, ça a tendance à aller aux ganglions de l'aisselle, les ganglions axillaires, c'est comme ça qu'on les appelle, ou à aller ailleurs, dans le reste de l'organisme, et c'est ça qu'on ne veut pas. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de 95% en termes de taux de femmes qui pouvaient être guéries du cancer du sein. Est-ce que c'est le même taux en Afrique? Non, pas du tout. En fait, ça serait exactement pareil si on avait accès au même programme de dépistage. Alors c'est vrai que dans la plupart des pays occidentaux aujourd'hui, on a institué ce dépistage, c'est-à-dire qu'entre 50 ans et 74 ans, une mammographie tous les 2 ans pour toutes les femmes et une palpation des seins chaque année. D'accord. C'est vrai que l'espérance de vie n'est pas la même en fonction des pays. Il y a encore des pays de la zone africaine, malheureusement, avec une espérance de vie à moins de 60 ans. Malheureusement. L'objectif de l'Union africaine, c'est de dépasser les 70 ans, voire 75 ans, dans les 20 à 30 prochaines années. Donc il va falloir aller travailler sur le cancer. Ce qui serait important, c'est de définir sur les populations africaines le bon âge. Mais en tout cas, il est évident qu'avoir une politique avec l'accès à la mammographie de dépistage pour toutes les femmes, bien sûr les femmes qui ont des antécédents, ça tombe sous le sens, toutes les femmes qui ont des anomalies, donc il faut des services de radiologie bien équipés, une éducation des populations, un accès financier aussi, parce que c'est vrai que beaucoup de femmes n'ont pas les moyens. Ça joue beaucoup. Oui. Ça joue énormément. Quand on a la chance d'avoir un système social solidaire qui prend en charge financièrement, eh bien à ce moment-là, on aura moins de maladies. Et c'est très important de comprendre que, en investissant peu, on sauve des vies. Si on a des maladies qui surviennent, c'est des drames humains, c'est des drames dans les familles, c'est des drames au travail. Vous voyez des femmes qui reviendront jamais, des enfants qui n'auront pas de mère. Donc c'est très important d'investir un peu plus dans le dépistage plutôt que d'investir trop dans la maladie. Il faut appeler chacun à la responsabilité. Et je voudrais remercier ici l'association des premières dames d'Afrique. Ils se sont mobilisés cette année au Niger, au sommet de l'Union africaine, contre le cancer, avec les chefs d'État. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un message politique qui a été délivré, en disant, nous en Afrique, c'est important, on va combattre le cancer. Bien sûr que c'est important de continuer à combattre le sida, les problèmes cardiovasculaires, la faim, la dénutrition. Mais il ne faut pas oublier que si on ne meurt pas de maladies infectieuses, on a toujours le risque d'avoir un cancer. D'autres maladies comme le cancer, malheureusement. Exactement. Est-ce que pour ces 95% de femmes qui ont la chance de pouvoir guérir, est-ce qu'il y a des risques que la maladie réapparaisse? Quand on traite un cancer du sein, on va faire un traitement qui est adapté à la manière dont le cancer du sein se présente. Si vous avez une tumeur qui prend la majorité du sein, qui est grosse, à ce moment-là, on pourra difficilement conserver le sein et enlever la tumeur. Donc on enlèvera le sein. Par contre, il faut donner le message qu'en diagnostiquant tôt les cancers du sein, on peut enlever le cancer, ce qu'on appelle une chirurgie conservatrice. On enlève le cancer du sein, par contre, on conserve le sein. Et là, on peut même avoir de jolis résultats esthétiques et faire en sorte que ça se voit à peine. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que lorsqu'on conserve le sein et que c'est un cancer du sein, en fonction de son agressivité, on aura de toutes les façons à proposer ce qu'on appelle de la radiothérapie. Et c'est là que le bât blesse. Dans la plupart des pays africains, on a un accès difficile aujourd'hui à la radiothérapie. Donc si on veut conserver le sein de nos patientes, de nos sœurs africaines, eh bien il va falloir qu'on ait plus de services de radiothérapie. Il va falloir investir. Et justement, vous avez parlé de conserver le sein. Quelle est la différence entre la chirurgie mammaire conservatrice, vous avez parlé de ça, et la mastectomie? La mastectomie, c'est on enlève tout. Mastectomie, vous enlevez tout le sein. Mastectomie, pardon, voilà. On enlève tout. Vous enlevez tout le sein. Maintenant,
Il faut bien entendu, pour que les femmes se projettent et n'aient pas peur, c'est pas tout le temps qu'on doit enlever l'entièreté du sein. Et quand on enlève le sein, on a la possibilité aujourd'hui de le reconstruire. Si on diagnostique à un stade précoce, et c'est tout l'enjeu, on peut enlever le cancer du sein et garder le sein. Après, pour diminuer le risque de rechute locale, c'est ce dont on vient de parler, on va proposer de la radiothérapie. Et pour diminuer le risque que la maladie ne revienne ailleurs, il nous arrive parfois de prescrire des médicaments. Soit par comprimé, ce qu'on appelle des hormonothérapies, soit parfois la chimiothérapie que les femmes redoutent, mais qui peut encore sauver des vies. Ouais. C'est vrai que la grosse crainte, très souvent, c'est ça, parce que quand on parle de cancer, on entend directement cette partie où on perd les cheveux, on perd toute sa féminité, on perd un sein ou des seins. Et c'est ce qui fait très peur aux femmes aujourd'hui. Je pense qu'il y a un travail justement à faire, que vous faites déjà très bien, qui est vraiment d'aller porter ce message-là auprès de toutes ces femmes, auprès de toutes ces populations, parce que comme vous l'avez dit, ça concerne aussi les hommes. On en parle très peu, mais ça concerne aussi les hommes. Il faudrait que les hommes prennent conscience aujourd'hui de l'importance de leur regard. Parce que lorsque moi je vais en consultation, j'ai été dans une dizaine de pays africains faire des consultations de cancérologie avec mes amis et tous ces collègues cancérologues qui travaillent très très bien. La plupart des femmes qui consultent à un stade un peu tard disent qu'elles ont peur. Elles ont peur de dégrader leur image, elles ont peur d'être rejetées. Du regard des hommes, de leur mari. Par exemple. Et c'est la peur du cancer qui fait qu'on va être dans le déni dans un premier temps, qu'on va rejeter ce cancer. Alors que si on accepte l'idée que c'est une maladie qui peut arriver à tout le monde, et de consulter assez tôt, dès qu'il y a des signes, on va sauver de plus en plus de vies. Et on peut être une femme avec une belle image de soi, avec une jolie reconstruction ou de bons résultats esthétiques, si on est pris en charge à temps. Donc c'est un appel à ce que la mentalité change, pas uniquement auprès des femmes, mais auprès de toutes les populations. D'accord. Là, je vais prendre un petit virage un peu sur le sport. Est-ce qu'aujourd'hui, pour aider ces femmes-là à se rétablir, il est important de pratiquer une activité physique, de pratiquer un sport? Est-ce que ça peut aider? Est-ce que c'est conseillé? Alors, ce qu'on dit aujourd'hui, et je crois que c'est un vrai message important, Magali, c'est que 40% des cancers sont évitables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça m'intéresse, ça. Si on diminuait, voire qu'on arrêtait le tabac, et il y en a de plus en plus en ce moment, si on diminuait la sédentarité, donc on se remettait à faire de l'activité physique, si on diminuait l'obésité, si on diminuait la consommation d'alcool, alors on aurait moins de cancer. Il y a donc des conduites préventives. On n'est pas obligé tout le temps de se positionner de façon fataliste ou une fois que la maladie est arrivée. Il faut donc inciter les populations, les gouvernements, la santé publique à mettre en place des campagnes de prévention. Fumer, ça donne 17 types de cancers différents. D'accord. Même le cancer du sein, le facteur de risque principal, c'est bien sûr le tabac. Il y en a d'autres, comme des variations hormonales, ou l'hérédité. Il y a des familles où il y a beaucoup plus de cancers que dans d'autres. Que d'autres. Oui, exactement. Donc, bien sûr, la prévention va nous être utile. Et puis, il est évident, continuer à proposer à chaque femme la palpation, l'examen médical, médecin généraliste, gynécologue, chaque année. Et puis, si on peut, si on a de la chance d'y avoir accès, à la mammographie. D'accord. Donc, le sport fait déjà faim. De base, il faut déjà en faire, quoi. Si on fait du sport, une activité physique régulière. Alors le sport, souvent on dit aux femmes, est-ce que vous faites du sport? Mais docteur, j'arrête pas, je fais le ménage, je fais ci, je fais ça. Bon, évidemment, chaque activité physique doit être prise en compte. Mais il faut accélérer idéalement le rythme cardiaque 2 à 3 fois par semaine avec un sport régulier. D'abord, ça favorise le bien-être, ça diminue le risque cardiovasculaire, mais le sport, la pratique du sport diminue le risque de cancer. D'accord. Et quand on a eu un cancer et qu'on fait du sport après, on diminue le risque de rechute. D'accord. Donc on diminue le risque de rechute. Donc une femme qui a eu cette chance, elle a été soignée, c'est mieux pour elle ou c'est conseillé qu'elle fasse du sport après son traitement? On devrait le prescrire et même le rembourser. D'accord. En faisant du sport, on diminue les rechutes de cancer du sein. Ça a été prouvé comme d'autres cancers comme le côlon ou autres. D'accord. Mais pas d'activité trop physique,
Pas de football, pas de basketball, alors pas de rugby. Hein. Vous dites ça un amoureux du football, alors là, je ne peux pas vous dire. Je vais laisser dire ça. Vous ne pouvez pas dire non. Je ne peux pas dire ça. Je crois que c'est important, 1, de faire du football. 2, d'inciter chacun à faire le sport qu'il aime. Dans tous les sports, on a cette pratique qui nous permet d'accélérer son rythme cardiaque, la tonicité des muscles, le goût de l'effort, l'accélération du rythme cardiovasculaire. Et ça, c'est important. Et sur le plan psychologique, les sports en équipe, même les sports solitaires, mais les sports en équipe, le dépassement de soi, la solidarité, le fait de se dépasser, c'est très important parce que certains, après un cancer, ont tendance à déprimer, à ne plus se sentir capable. C'est vrai. Alors que l'objectif sportif, même si ce n'est pas un exploit, ça nous permet d'être le meilleur de nous-mêmes. Ouais. Et ça permet aussi de sortir, de voir d'autres personnes et de ne pas forcément penser à ce côté malade. Je suis malade, non, je suis guéri, je suis comme tout le monde, je peux pratiquer une activité comme tout le monde. Vous avez raison. C'est vrai que la socialisation, c'est important. Vous savez que, alors j'ai les chiffres en France, 1 personne sur 3 quitte ou perd son travail dans les 2 ans après le diagnostic. Malheureusement, pour des raisons alimentaires, il y a plein de femmes dans nos pays africains qui ne peuvent pas arrêter de travailler parce qu'elles en ont extrêmement besoin. Mais c'est vrai que ça heurte. On n'a pas le même sens dans notre activité professionnelle. On peut avoir honte du regard des collègues. Donc il y a un vrai travail social et sociétal. Il faut que les chefs d'entreprise accueillent les patients et les patientes qui ont eu un cancer. Il faut que dans la société, on puisse en parler un peu plus librement. Ce mois d'octobre rose, il est fait pour sensibiliser. Donc c'est un jeu intelligent que chacun doit avoir. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faciliter la vie des autres, de ceux qui souffrent, parce que l'autre, ça peut être moi, l'autre, ça peut être ma mère, ça peut être ma sœur, ça peut être ma grand-mère. On a de la chance maintenant, les gens vivent un peu plus longtemps. Donc on a un travail de solidarité qui est important et qui passe par des émissions comme celle-ci et le fait qu'on puisse librement dire le mot cancer sans voir la mort, mais en voyant aussi les côtés positifs, parce que beaucoup de gens vont se sentir une énergie nouvelle, une seconde vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et justement, pour parler de cette seconde vie, il y a aussi certaines femmes qui donnent la vie et certaines femmes qui, atteintes de cancer, se posent la question, est-ce que si je suis atteinte d'un cancer, est-ce que j'aurai des problèmes de fertilité? Est-ce que je pourrai avoir des enfants un jour? Est-ce que le fait d'avoir le traitement va avoir certaines conséquences sur mes organes reproducteurs? Vous avez raison de poser ces questions. Puisqu'on va considérer qu'il y a à peu près 75 à 80% des cancers du sein qui, en règle générale, avec les statistiques des pays occidentaux, surviennent après la ménopause. Mais ça veut dire 20-25% des cancers du sein qui surviennent lors d'un âge où on peut avoir une certaine fertilité. Et puis 5 à 10% des cancers du sein chez des femmes plus jeunes, même de moins de 40 ans. Exactement, ça commence à arriver maintenant. Ça touche vraiment les jeunes filles. Auparavant, ce n'était pas du tout le cas. Évidemment, bien sûr, se pose le problème de la fertilité. Pourquoi? Parce que la femme va avoir peur qu'en faisant une chimiothérapie, elle ait moins de possibilités d'avoir des enfants. C'est ça. Qu'elle ait eu des enfants au préalable, parce qu'elle peut en vouloir d'autres, ou qu'elle n'ait pas eu d'enfants. C'est important de dire qu'on a fait des progrès dans ce qu'on appelle l'oncofertilité. On a aujourd'hui des spécialistes de la procréation médicalement assistée. D'accord. Et on est capable d'assister les femmes avant les traitements. On peut faire des prélèvements d'ovocytes, des prélèvements d'ovules qu'on conserve. On peut faire de la fécondation in vitro, réimplanter dans un deuxième temps des embryons fécondés chez la femme. Alors les mères porteuses, c'est autre chose, il y a un débat éthique. Il y a un débat en France. Et il y a un débat ailleurs. Et ailleurs, exactement aussi. Exactement. Mais ce qui est important, c'est de dire, beaucoup de femmes nous disent, mais ça sert à quoi que je veuille être une mère si je ne suis pas en vie? Donc il faut que je pense d'abord à sauver ma peau, que j'ai ou que je n'ai pas d'enfant d'ailleurs. C'est ça, avant de faire un enfant. Et après, pour être une bonne maman, il faut être une maman en vie. Donc il y a un devoir fondamental d'informer, et chaque structure de cancérologie spécialisée aujourd'hui est initiée à ce type de problème. On n'envoie pas une femme faire une chimiothérapie qui est jeune, en âge de procréer, sans lui demander ses intentions par rapport à sa maternité, à sa parentalité. Et je crois qu'il faut même inclure le conjoint, le partenaire. Il y a une réflexion de couple. Une réflexion de couple. Et là, on parle de fertilité, c'est un vrai problème. Mais il y a aussi les problèmes de sexualité que cela implique. Vous avez aujourd'hui, avec les traitements, des effets secondaires comme la sécheresse vaginale. Le manque d'envie, tout simplement, la diminution de la libido, l'image de soi qui change. Alors il y a des couples qui savent
par des jeux sexuels, par une culture qu'ils ont en commun, s'en sortir. Mais de nombreux couples ont des problèmes de cet ordre. Et ça, c'est tabou en Afrique, ce genre justement de discussion et autres, c'est très tabou. C'est plus que tabou. Ouais. Et on le voit pour les hommes, puisque quand on va en Afrique, on fait aussi beaucoup les cancers de la prostate. Donc la dysfonction érectile, c'est un vrai sujet tabou. Et il y a aussi un dépistage avec le PSA, le toucher rectal. Mais on peut sauver des vies. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, les structures de cancérologie, quand elles traitent des patientes atteintes de cancer du sein, par exemple, elles doivent pouvoir se préoccuper de la sexualité, de la fertilité, de l'image corporelle. Finalement, ne pas se centrer uniquement sur la maladie, mais sur tout ce qui mais est se centrer aussi sur la patiente. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a développé tous les soins d'accompagnement. A été inauguré à Abidjan la semaine dernière un centre d'onco-esthétique où les patientes en cours de traitement, ça a été inauguré par le ministre de la Santé, vont recevoir des soins des mains, des soins du visage, des soins de beauté. On a eu au Gabon, à Libreville, sous l'initiative de Sylvia Bongo, la maison d'Alice, qui va s'occuper des soignants, des accompagnants, avec des kinésithérapeutes, du yoga, de l'acupuncture. On a énormément d'initiatives en sous-région, de très bon niveau, qui sont bien pensées, bien réfléchies, où on a bien montré que finalement, c'est le patient ou la patiente qui doit être au centre, et pas sa maladie. D'accord, donc ça avance en Afrique, ça avance bien. Ça avance, alors bien sûr qu'il y a un décalage. Entre l'accès aux soins qu'on peut avoir lorsqu'on est proche des capitales et l'accès en zone rurale. Exact. Ensuite, il y a encore une fois la problématique financière, parce que si les familles se cotisent assez souvent, c'est vrai qu'il manque parfois de subsides pour arriver à accompagner chacun pour avoir un traitement complet. Alors aujourd'hui, quand vous devez payer vous-même une chirurgie, puis une radiothérapie, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué, surtout quand on connaît le salaire moyen dans certaines zones en Afrique. Et là, on se rend compte qu'il y a cette partie-là, c'est une grosse complication. Je pense que, après, c'est personnellement, je pense qu'il faut encore plus d'investissement de chaque ministère. Il faut vraiment prendre en compte qu'il y a une grosse partie de la population qui a besoin d'un accès plus facile aux différents soins qui ont des coûts très élevés, très élevés. Avec la croissance en Afrique, avec l'émergence des classes moyennes, avec l'amélioration de l'éducation et de l'accès à l'information, on a bon espoir. Alors c'est vrai aussi qu'il y a une question de philosophie et de manière de regarder. Si vous considérez qu'une dépense de santé c'est une dépense, ça grève un budget. Mais si vous vous dites qu'une année de vie gagnée à l'échelle d'une population, c'est 4% de PIB. Si vous arrivez à gagner du terrain sur une maladie comme le cancer, c'est chaque année pour toute l'Afrique des centaines de milliards de dollars d'économies. Ça peut financer les systèmes de soins. Donc il ne faut pas avoir une vision de dépense. Lorsqu'on investit dans un hôpital, ce n'est pas une dépense. Ah ben non, c'est des vies sauvées, bien sûr. Pour gagner à l'échelle d'un pays de la valeur économique et surtout de la valeur humaine. Bien sûr. Parce que quand vous avez votre mère, votre tante ou votre grand-mère qui est malade, vous ne travaillez pas de la même façon. Si vous avez tous les ans un deuil à faire, vous n'êtes pas productif ni pour vous-même, ni pour votre vie, ni pour l'économie. Bien sûr. Donc, considérez que ce n'est pas de l'investissement financier d'investir dans la santé. C'est du gain et de la valeur. Et je crois que les populations maintenant le comprennent. Et les gouvernements professionnalisés, avec les chefs d'État qui ont bien ces maîtrises, ont commencé à faire un pas vers l'investissement en santé. On discutait avec le président Idriss Déby, qui a monté jusqu'à 12% de son PIB pour la santé, avec le président Kagame au Rwanda, qui a fait des merveilles. Ça fait plaisir de voir toute cette évolution des choses. Ça fait vraiment plaisir, parce qu'on sent qu'il y a des vraies actions posées. Ce n'est pas uniquement juste de belles paroles. Là, on sent qu'il y a des vraies actions. J'aimerais qu'on puisse parler de votre association. Vous avez fondé en 2014, dites-moi si je me trompe, l'association franco-africaine de cancérologie, qui sert à promouvoir justement les traitements de cancer, la recherche, l'innovation et l'enseignement. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association? C'est d'abord une amitié, parce qu'on a fait nos classes ensemble avec ma sœur, qui est le professeur Judith Didikouko Koulibaly à Abidjan. D'accord. Voilà, et nos maîtres, le professeur Charles Gombe Mbalawa à Brazzaville, Serine Magaïgueï à Dakar. Donc en fait, on a beaucoup de patrons de cancérologie maintenant qui ont fait leurs classes ensemble, et on voulait garder ce lien important. Alors ce qui est important de dire à tout le monde, c'est
c'est de la réciprocité, c'est de l'échange. En fait, on a énormément de choses à réapprendre des populations africaines qui sont dignes, qui sont magnifiques. Ouais. On n'a pas de maison de retraite, on s'occupe de ses parents. Des aînés, bien évidemment. On s'occupe des aînés. Bien sûr. C'est qu'en France, malheureusement, aujourd'hui, on voit souvent des gens qui meurent tout seuls. Et puis quand ils sont morts, on voit la famille arriver pour les héritages. Exactement. Voilà, et ça, c'est dramatique. Et on voit beaucoup de gens qui lèguent leurs personnes âgées dans les hospices et les maisons de retraite. Alors, c'est pas pour porter de jugement, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de solidarité, ce sens de la famille en Afrique, malheureusement parfois qui a tendance à se perdre avec l'occidentalisation. C'est ce que j'allais dire, exactement. Voilà, et donc il y a d'abord le partage de valeurs. Ensuite, on a effectivement ces échanges scientifiques, ces connaissances, que les étudiants peuvent avoir des terrains de stage. Alors, nous Français allons en Afrique, nos amis africains et nos frères viennent en France, on échange des techniques. C'est vrai qu'il y a des accès aux médicaments ou à certaines infrastructures technologiques qui ne sont pas les mêmes. Oui. Donc on travaille beaucoup avec les gouvernements sur des plans santé, des plans cancer. Et je veux rendre hommage au ministre de la Santé de la zone africaine, puisqu'on en connaît un grand nombre. C'est un métier qui nécessite une grande énergie. Oui. Ils ne comptent pas leur énergie. Oui. Ils travaillent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chantiers. La pédiatrie, la mortalité materno-fétale, les maladies infectieuses, les infrastructures hospitalières. Donc aujourd'hui, c'est dur d'être un ministre de la Santé en Afrique. Mais en tout cas, il y a le sens du devoir, il y a le sens de la collectivité. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout le monde a à l'esprit le cancer. Donc il faut que les populations, elles soient exigeantes. On doit dire à nos dirigeants, on veut des systèmes de soins performants contre le cancer. On veut des systèmes de dépistage. En ce mois d'Octobre Rose, chacun doit regarder autour de lui. Est-ce qu'on a un centre de dépistage? Est-ce qu'on a des campagnes d'affichage? Est-ce que toutes les femmes peuvent consulter si elles ont une boule dans le sein? C'est comme ça qu'on va sauver des vies. Et dans certaines cultures, on dit, vous savez, qui sauve un homme sauve l'humanité. Et justement, votre association sert à ça aussi. Elle est là pour justement poser toutes ces questions-là à ces personnalités politiques. Notre association AFAC, l'Association franco-africaine de cancérologie, elle doit faire la promotion de cette cancérologie moderne, accompagner les cancérologues, les populations, créer des échanges, accompagner les discussions et la mise en place de programmes de cancérologie à une grande échelle. C'est une association de bénévoles très amicale qui est basée sur un socle dur de valeurs. On a des organisations très fortes aussi, comme l'Organisation mondiale de la santé, qui fait un travail remarquable, l'UNESCO sur le plan des valeurs. Donc le terrain n'est pas déserté, mais rien n'est plus fort que les populations elles-mêmes. D'accord. En tout cas, ce sont de très belles actions que vous faites. Enfin, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de vos amis. Ce sont des belles actions et on espère... en tout cas, nous, on va continuer à vous suivre de très près. On arrive presque à la fin de cette émission. Alors, j'aimerais juste que vous puissiez regarder cette caméra et un dernier mot pour ces femmes, soit qui ont un peu peur de la maladie, soit pour les femmes atteintes. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner à ces femmes en Afrique ? Alors, bien sûr, on va dire mesdames, mais aussi messieurs. Il ne faut pas avoir peur du cancer. Le cancer, c'est un mot qu'on doit prononcer normalement. On peut en guérir. Le plus important, c'est de dire les choses, de diagnostiquer à un stade précoce et de considérer que si on a confiance et on crée un échange avec l'équipe médicale, on peut arriver à en guérir, à vivre mieux avec, à vivre après. Et c'est très important de comprendre qu'on peut lutter contre le cancer avec la prévention. En diminuant, en arrêtant de fumer idéalement, en faisant du sport. Faites une pression positive sur vos gouvernements qui sont vertueux, mais qui ont besoin que vous leur disiez. Aujourd'hui, pour vaincre le cancer, il nous faut des établissements, des moyens, des équipes médicales et paramédicales, et que chaque femme puisse tenir la main à l'autre et l'inciter à ne pas attendre lorsqu'il y a un problème et à tout de suite aller consulter. Et puis si on peut aussi espérer un jour avoir une solidarité et des systèmes de sécurité sociale pour que les plus pauvres ne soient pas aussi ceux qui pâtissent le plus de la maladie, qu'il n'y ait pas de médecine à deux vitesses. Voilà le message. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci Magali. Merci à vous. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez bien pris note et que vous avez écouté
tous les conseils du docteur et que vous parlerez de cette maladie autour de vous afin, vous aussi, de faire de la prévention. Merci à vous de nous avoir suivis de nouveau. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux ou à télécharger notre application. Merci beaucoup. À très vite.